Salut tout le monde, c'est Ino. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover dans laquelle on va découvrir que Gray n'est autre que la fille cachée de Julius et donc indirectement celle de Lucius puisqu'ils partagent le même corps. Alors comment suis-je arrivé à cette conclusion? Eh bien pour commencer, je ne sais pas si vous le savez déjà, mais Gray et la reine des sorcières partagent un point commun. Ce sont les deux seuls personnages de tout Black Clover dont on ignore totalement le nom à ce jour. Tabata nous les a présentés non pas par leur vrai nom, mais par des pseudonymes. D'ailleurs, au sujet du surnom de Gray, il tire vraisemblablement son origine de la couleur grise, puisque Gray en anglais signifie gris. Une couleur qui sied d'ailleurs parfaitement au caractère de son personnage, timide et effacé. A noter également qu'elle a les yeux gris clairs, ce qui renforce et souligne cet aspect de sa personnalité. Quoi qu'il en soit, le vrai nom de la reine des sorcières et de Gray reste pour l'instant un secret très bien gardé, bien que pour la reine, vous connaissez déjà son identité grâce à la vidéo sur les divinités puisqu'il s'agit de la déesse Hera. Mais pour Gray, le mystère reste entier. Alors pourquoi Tabata a-t-il caché le nom de Gray, un personnage qui, bien qu'appartenant à la compagnie du Taureau Noir, est toujours resté secondaire dans l'intrigue? Vous ne trouvez pas ça étrange? Moi si, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mené ma petite enquête. Déjà, commençons par poser les bases et demandons-nous que savons-nous réellement sur Gray? Eh bien, pas grand chose, étant donné que les seules informations dont nous disposons sur elle viennent du chapitre 244 où une partie de son passé nous a été révélée par Tabata. Pour l'anecdote, ce chapitre faisait partie de la toute première review que j'ai faite sur la chaîne, ainsi grâce à ce chapitre, on sait qu'elle est inspirée du conte de Cendrillon, ce qui est loin d'être rare dans l'univers de Black Clover puisque beaucoup d'autres personnages s'inspirent de contes, Charlotte avec la Belle au bois dormant, Vanessa avec Réponse, Lumiel et Nero avec le prince heureux ou encore Charmy et Fenrir avec respectivement le petit chaperon rouge et le loup déguisé en mouton. Ainsi malgré ce flashback, nous n'avons aucune information ni sur la mère ni sur le père de Gray. Enfin, la dernière et la plus capitale des informations à son sujet, c'est bien évidemment sa magie. Alors autrefois, on pensait qu'elle possédait la magie de transformation, mais il s'est avéré qu'elle a en réalité la magie de transmutation qui lui permet de changer de manière permanente la structure d'une matière en une autre, soit le principe même de l'alchimie. Par exemple, lorsqu'elle a soigné Gauche, lors du combat contre Dante, elle a transmuté la pierre en tissu humain. Ainsi, elle n'est pas limitée en termes de régénération comme les autres mages de soins, ce qui fait de sa magie une magie arcanique dont tous les secrets ne sont peut-être pas encore révélés. Enfin, alors que Black Clover est entré dans sa saga finale et que rien n'est laissé au hasard, on peut se demander pourquoi Tabata a-t-il gardé le nom de Gray secret aussi longtemps et en quoi cela aura-t-il une importance quant à l'intrigue. Et en cherchant les réponses à ces questions, c'est là que je me suis aperçu qu'elle partageait étrangement énormément de points communs avec un autre personnage de Black Clover et non des moindres puisqu'il s'agit ni plus ni moins que du 28e empereur mage de Clover, Julius Novachrono, lui-même qui s'est avéré être le pseudonyme de Lucius Zogratis. Même s'il est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est bien deux âmes distinctes qui partagent le même corps. En creusant, on comprend assez facilement qu'il existe un lien de filiation père-fille entre les deux. De ce fait, même si Gray est bien la fille biologique de Julius, elle est aussi indirectement celle de Lucius. Et là, je parie que derrière votre écran, vous vous dites sûrement une. C'est bien gentil, mais les preuves, elles sont où? Allez, c'est parti pour les explications. Pour ce faire, on va d'abord utiliser les fiches profil qui se trouvent à la fin des tomes et qui sont connues pour cacher de nombreux indices. On l'a d'ailleurs déjà vu dans d'autres vidéos, comme celle sur le père de Noël où on avait découvert qu'il était également le père de Lolopeshka, ce qui faisait d'elle des demi-sœurs. Du coup, en mettant en perspective les fiches profil de Gray et de Julius, on remarque déjà 3 points communs. Premièrement, ils aiment tous les deux se transformer en prenant l'apparence d'autrui. Pour Gray, elle a notamment pris l'apparence de ses belles-sœurs, de Charmy, de Gauche et bien sûr celle avec laquelle elle a été introduite au tout début du manga. Concernant Julius, on peut citer entre autres la vieille dame ou encore le barman. Deuxièmement, ils ont le même groupe sanguin AB, soit le plus rare qui existe.
Pour vous donner une idée, ça représente environ 4% de la population mondiale, les deux Rhésus confondus. Par ailleurs, petit point culture, au Japon, le groupe sanguin a une grande importance culturelle et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est noté dans les fiches profil. De plus, sachez que chaque Zogratis a un groupe sanguin différent, A pour Xenon, P pour Dante, O pour Vanica et donc AB pour Lucius, mais aussi Julius. Qui plus est, ce n'est pas tant si anodin que ça, puisqu'on sait que Vanica a la magie de sang et que les personnes O négatifs sont considérées comme des donneurs universels, et à l'inverse, on sait que les personnes AB positifs sont quant à elles considérées comme des receveurs universels, ce qui tend à dire que Lucius, qui a la magie de l'âme, peut en accueillir d'autres. D'ailleurs, sachez que cela a un rapport avec le fait que Tabata ait décidé de cacher l'âge de la triade sombre sur leur fiche profil. Troisièmement, ils ont le même âge miroir, qui n'est pas sans rappeler la magie d'un certain Gauche dont est éperdument amoureuse Grey. De plus, pour aller dans ce sens, il se trouve que le numéro du chapitre où son passé nous a été révélé, en l'occurrence le 244, correspond à s'y méprendre à cet effet miroir, puisque l'on y retrouve non seulement les âges de Grey et de Julius, donc 24 et 42 ans, mais également celui de Lucius, puisqu'il avait 44 ans la première fois qu'il nous a été dévoilé. Ensuite, il se trouve que la couleur emblématique de Julius est curieusement la même que le nom de Grey, soit le gris. Et oui, souvenez-vous qu'avant que Julius ne devienne empereur mage, il était le capitaine de la compagnie du cerf cendré. A noter que même si ce n'est pas Julius qui l'a fondé, il lui a quand même associé sa couleur, tout comme l'a fait l'île avec le cerf turquoise. Sans compter la double signification avec la cendre, cendre dont est couverte Cendrillon et donc par conséquent Grey. Alors, toujours pas convaincu? Vous en voulez encore? Allez, c'est reparti, c'est moi qui régale. Il se trouve que la magie que l'on prédisait à Grey, autrement dit la magie de transformation, est en réalité celle de Julius. Et oui, car si Lucius a la magie de l'âme et que la magie du temps est celle d'Astaroth, alors ça veut dire que Julius, à l'instar de William et de Patry, possède une magie propre à lui et qui donc n'a pas encore été révélée, du moins officiellement, et ce pour une bonne raison, son lien caché avec Grey. D'ailleurs, la magie de transformation permet aussi d'expliquer comment Julius pouvait changer d'apparence quand bon lui semblait, malgré le fait qu'il l'utilisait, la magie du temps. De plus, il y a aussi le fait que Julius est un lien non seulement avec Chronos, le dieu du temps de la mythologie grecque, qui est accessoirement le père des divinités que j'ai présenté dans la vidéo sur les dieux, ce qui explique d'ailleurs sa présence sur la miniature de celle-ci, mais aussi avec Loki, l'un des dieux de la mythologie nordique qui, soit dit en passant, aime aussi se transformer et particulièrement en vieille dame. Et on se rappelle que c'est sous cette apparence que Julius a vendu la brochette de serpent pourpre à Asta. Or, depuis la vidéo sur le plus gros foreshadowing, vous savez désormais que celle-ci se réfère à Nidhogg, le féroce serpent ou dragon, ça dépend des sources, de l'arbre monde d'Yggdrasil, et qui est considéré dans la mythologie nordique comme une créature dont le réveil sonnera le Ragnarok, autrement dit la fin du monde. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun pouvoir inexpliqué dans Black Clover. Bref, quant à la petite cerise sur le gâteau, vous ne le savez peut-être pas, mais avant que Black Clover ne soit sérialisé dans le Weekly Shonen Jump, Tabata avait écrit un one-shot dans lequel on pouvait y apercevoir le grimoire de l'empereur mage, et il se trouve que son design ressemble à s'y méprendre à celui d'un autre grimoire dans Black Clover, et devinez à qui appartient ce grimoire. Et oui, bingo, c'est bien celui de Grey. D'ailleurs, quand on y regarde d'un peu plus près, notamment au niveau de la couverture, on remarque qu'il y a non seulement un cadran, qui est très souvent lié au temps, mais également la présence de deux symboles identiques qui s'opposent et dont l'apparence pourrait potentiellement être comparée à celle d'un pic, comme pour rappeler le grimoire unique de son père avec les deux pics inversés. De plus, sachez que ce même grimoire, enfin l'une de ses pages, a servi pour le dos de la couverture du tome 15. Or, c'est justement dans ce dernier que l'on retrouve les croquis conceptuels de Grey. Amusant, non? Bon, si avec tous ces éléments vous n'êtes toujours pas convaincu, malheureusement je ne peux plus rien faire pour vous. Quoi qu'il en soit, maintenant que l'on a prouvé l'existence d'une relation filiale entre Grey et Julius, et qu'on en a désormais pris connaissance, dès lors, tous les verrous qui entouraient les secrets de Grey sont tombés, et il est dorénavant possible non seulement de découvrir quel est son véritable nom, mais surtout quelle sera
son rôle dans la saga finale. Mais comme on dit, tout vient à point, t'as qui sait attendre, et tout cela vous le découvrirez dans les prochaines parties de la théorie. Voilà, j'espère que cette première partie sur la fille cachée de Julius vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. D'ailleurs, si vous aimez discuter de Black Clover, pensez à rejoindre le Discord. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Black Clover.